Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'Univers, et je vous souhaite la bienvenue dans le 29e épisode de ce podcast où je vais vous parler de Mars, de la Cité des Sciences, de visualisation de systèmes solaires et de l'ISS. Commençons par la date de la semaine. Il y a 28 ans, le 6 mai 1985, la Géode a été inaugurée dans le parc de ce qui deviendra un an plus tard la Cité des Sciences. La Géode, c'est une sphère parfaite, et donc un exploit technique et technologique, qui fait 36 mètres de diamètre et qui est composée de 6433 triangles en acier poli qui en font un miroir géant. Et c'est pas seulement pour faire joli, puisqu'elle abrite un cinéma qui projette des films en IMAX et en 3D sur un écran qui fait quand même 1 km² de superficie. Et c'est très impressionnant à l'intérieur, je vous assure. Donc si vous êtes à Paris ou si vous passez dans le coin et que vous ne connaissez pas la Géode, elle vaut vraiment un petit détour, elle est sublime. Elle est sublime. Quand j'étais petite et qu'on venait à Paris avec mes parents, c'était un des monuments que je préférais revoir, enfin je sais pas, elle me fascinait. Et petite astuce, si vous voyagez en train jusqu'à la gare de l'Est, on peut la voir si on est placé à gauche juste avant d'arriver dans la gare. Et à l'intérieur, donc, on peut y voir des documentaires, des concerts, des opéras, des films en 3D, toutes sortes de choses. Le programme est sur leur site officiel, bien entendu. Restons du côté de la Géode avec la rubrique culturelle, puisque je voudrais vous parler de ce merveilleux, incroyable et magique endroit qu'est la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est à la fois un musée, une bibliothèque, un cinéma, un monument, un planétarium, un centre de conférences et un lieu de promenade ou de pique-nique. Il y a des expositions permanentes sur l'espace, les maths, la lumière, les gènes et l'énergie, une cité rien que pour les enfants, dont je garde des souvenirs éblouis de quand j'étais petite fille, des expositions temporaires bien sûr, donc en ce moment par exemple sur Léonard de Vinci, sur le textile et l'habitat de demain, sur l'économie et sur le design finlandais. Il y a un planétarium et la Géode donc, et des conférences plusieurs fois par semaine sur tous les sujets scientifiques possibles et inimaginables. Et je me souviens que la première année où je suis arrivée à Paris, j'avais très peu d'heures de cours à la fac, et donc j'avais beaucoup de temps pour aller toutes les voir, ces conférences. Mais depuis que j'ai plus le temps, je les regarde en ligne. Bref, si vous êtes parisien et que vous y êtes encore jamais allé, vraiment courez-y à la première occasion, avec ou sans enfants. Et si vous n'êtes pas à Paris, je vous conseille le site où il est possible d'avoir accès aux conférences, de participer à l'élaboration d'une application sur l'histoire du jeu vidéo, ou encore d'emprunter des livres numériques. C'est vraiment une chance inouïe qu'on ait ce genre de complexe dédié principalement aux sciences en France, c'est un chouette endroit, vraiment, vraiment. Et ce chouette endroit est actuellement dirigé par une personne que j'admire et qui va fêter ses 56 ans lundi prochain, le 13 mai. C'est Claudie Aigneret et c'est la personnalité de la semaine. Claudie Aigneret a bac+19. Alors rien que ça calme déjà. Elle a un doctorat en médecine et un autre en neurosciences, un DEA de biomécanique et plusieurs certificats de médecine, dont un en médecine spatiale. Elle a travaillé au CNES, à l'ESA, elle a fait une mission sur la station Mir. C'est la première femme française à être allée dans l'espace et la première femme européenne, et donc française aussi, à être allée dans la Station spatiale internationale, où elle a séjourné 8 jours en 2001. Elle a ensuite été ministre et elle dirige maintenant Univers Sciences, qui regroupe la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte, deux institutions qui diffusent donc la culture scientifique et technique auprès du grand public. C'est une femme incroyable dont j'admire le parcours et donc je lui souhaite un bon anniversaire. Et puisqu'elle a fait un petit tour dans l'ISS, Claudie Aigneret, prenons-en des nouvelles avec le tweet de la semaine. Et oui, vous m'avez vu venir avec mes gros sabots. Il s'agit du commandant Chris Hadfield qui a dépassé les 750 000 followers mercredi dernier. 750 000 personnes voient le monde depuis le point de vue de cette station spatiale via Twitter. Je trouve ça incroyable. Merci à tous, dit-il. Pas autant que nous, c'est pas la première fois que je m'émerveille dans ce podcast devant le fait qu'on a des nouvelles, des photos, des vidéos de l'espace qui nous arrivent directement dans notre téléphone ou dans notre ordinateur. C'est magique, c'est purement magique et c'est grâce à lui, alors c'est moi qui le remercie. Et justement, nous sommes donc plus de 750 000 à suivre le problème qu'il y a actuellement dans l'ISS, à savoir une fuite d'ammoniac. L'ammoniac qui sert à refroidir les circuits où l'électricité produite par les panneaux solaires transite. C'est donc un petit peu embêtant, L'équipe au sol et Chris Hadfield se veulent rassurants, mais il est prévu que 2 astronautes fassent une sortie extravéhiculaire dans les heures qui viennent pour aller réparer ça. Donc quand vous écouterez ce podcast, ce sera peut-être déjà fait, mais pour le moment, j'espère et je croise les doigts pour que tout se passe bien. Éloignons-nous des soucis de l'ISS pour aller rêver un peu avec l'image de la semaine. Voici une série de photos de Titan, un des satellites de Saturne, prises en zoomant de plus en plus vers sa surface. Sachant qu'il y a des lacs de méthane et une atmosphère, moi ça m'envoie du rêve.
Et vous devez le savoir depuis tout ce temps, je rêve surtout de Mars, depuis que le projet Mars One fait parler de lui. Si on remonte dans mes tout premiers podcasts, j'étais franchement sceptique, voire contre. Mais maintenant, ça commence à m'obséder tellement que j'ai décidé de faire partie des candidats. Donc pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, Mars One est le projet de Bas Lansdorp, un néerlandais qui souhaite envoyer des êtres humains sur Mars par groupe de 4 à partir de 2022 pour s'y installer, et s'y installer vraiment puisque ce voyage est sans retour. Et il veut en faire une émission de télé-réalité pour financer en partie son programme. Et si je vous en parle cette semaine, si je vous en reparle cette semaine, c'est parce que 15 jours après l'ouverture du dépôt de candidature en ligne, Bas Lansdorp a annoncé qu'il y avait déjà 78 000 candidats, ce qui fait de Mars One, je le cite, le travail le plus désiré de l'histoire. Alors, il y en a quand même pour tempérer et dire que 78 000 ne correspond pas au nombre de vidéos en ligne, mais au nombre de gens qui ont commencé le processus d'inscription, dont je fais partie, puisque je me suis inscrite, mais je n'ai pas encore payé les 29 $ qui me permettront de publier ma vidéo. Je m'en occuperai au mois de juin, quand la saison du 20h sera terminée. Bref, le but de Bas Lansdorp est d'arriver à 500 000 candidatures en ligne d'ici le 31 août, date de clôture de cette première étape de recrutement. À l'issue de cette première étape, entre 50 et 100 candidats seront choisis pour chacune des 300 régions géographiques prédéfinies par Mars One, et pour qu'en 2015, les 40 finalistes commencent leur entraînement pendant 7 ans, pour former 6 équipes de 4 qui partiront à 2 ans d'intervalle à partir de 2022. Oui, je sais, 6 équipes de 4, ça fait 24 partants, mais les 16 autres sont sûrement là pour remplacer des désistements ou d'autres problèmes. Donc je sais toujours pas où tout ça va mener et si ça aboutira, mais j'y pense quotidiennement, plusieurs fois par jour, et on verra bien. Il n'y a pas que moi qui rêve de Mars, il y a aussi les États-Unis. En début de semaine, une série de conférences sur le thème d'un voyage habité vers Mars a eu lieu pendant 3 jours au pays de l'oncle Sam, et on en arrive à la conclusion que les Américains comptent bien y arriver d'ici 20 ans. Charles Bolden, le directeur de la NASA, a dit, je le cite, « Un vol habité vers Mars est aujourd'hui l'ultime destination de l'humanité dans notre système solaire et est la priorité de la NASA. Nous n'avons pas actuellement les capacités technologiques d'envoyer des humains sur Mars, mais je pense que nous sommes sur la voie qui nous y conduira dans les années 2030. » Il n'y a pas que Charles Bolden qui s'impatiente, puisque Buzz Aldrin s'y met aussi. Le deuxième homme à avoir marché sur la Lune a justement écrit un livre sur la question, et il souhaite que la NASA établisse une présence humaine permanente sur Mars d'ici les décennies 2030-2040. Il souhaite que l'agence spatiale américaine s'allie à des compagnies privées qui sont de plus en plus nombreuses sur le marché du spatial, mais dans tout son discours, toutes les citations que j'ai pu voir, c'est très, très centré américano-américain. Et il semble pas se souvenir que l'humanité compte d'autres personnes que les Américains, en fait. Mais bon, on va mettre ça sur le compte du fait qu'il est allé sur la Lune pour montrer que les États-Unis en avaient une plus grosse que la Russie. Au moins, chez Mars One, les 4 astronautes qui seront les premiers à partir seront 2 hommes et 2 femmes de 4 nationalités différentes. Voilà qui est philosophiquement intéressant, humain et juste. Et rappelons à M. Aldrin que maintenant tout ou presque se fait en collaboration. La station spatiale internationale, des missions conjointes ESA-NASA ou ESA-Russie, l'Europe qui va construire une partie du prochain module lunaire, de la NASA, enfin tout ça. Bon, on va dire que c'est générationnel. Ce qui est générationnel aussi, c'est le fait d'avoir des données en accès libre et public et de les rendre lisibles et intelligibles grâce aux internets. L'application Exoplanet avait lancé un concours appelé Visualization Contest, auquel je vous avais suggéré de participer si vous aviez les compétences pour. Et le but du jeu était donc de créer une interface visuelle pour mieux comprendre les données concernant les exoplanètes et les systèmes solaires auxquels elles appartiennent. Les 2 premiers prix ont été présentés sur la page Facebook d'Exoplanet. Donc, le premier, c'est Tom Hands qui l'a remporté avec ce site où on peut voir n'importe quel système solaire découvert avec les planètes et les orbites à l'échelle. Bon, alors par contre, ça commence mal avec la Home, puisqu'il classe encore Pluton comme une planète. Mais bon, on peut se balader par ordre de taille en allant voir les systèmes plus gros ou plus petits que le nôtre. On peut filtrer par nombre de planètes qui les composent, ou on peut encore en chercher par mots-clés, essentiellement par nom des télescopes spatiaux qui les découvrent. Bref, ça permet de voir d'un coup d'œil à quoi ressemble à peu près un autre système que le nôtre. Et avec exactement les mêmes données, le gagnant du 2e prix a choisi une toute autre manière de les présenter.
Alors, j'ai pas tout compris à son système de classement, mais ça fait des jolies figures, et quand on passe un peu de temps dessus, on finit par comprendre la logique. En fait, il se fiche de ce à quoi ressemble les systèmes solaires, lui. Il classe les exoplanètes selon des critères bien définis à l'intérieur de catégories spéciales. En tout cas, bravo à tous les deux, et merci à Exoplanet d'avoir organisé ce concours qui permet à des citoyens de faire avancer la science, ou en tout cas sa visualisation. Et c'est la fin de cet avant-dernier épisode de la saison. Je vous dois un immense merci. Vous avez explosé les scores et les commentaires sur iTunes. N'hésitez pas à continuer. Hein. Non mais je suis sincèrement touchée par votre gentillesse et par votre envie que ça continue en fait. Alors du coup, il y aura sans doute une saison 2. Je sais pas encore bien comment ni quand, mais j'y travaille, c'est promis. Et ne ratez pas le dernier épisode de La folle histoire de l'univers, parce que j'aurai un DVD de Stephen Hawking à vous faire gagner la semaine prochaine. Et en attendant, ne ratez pas le 20-20h de cette semaine, on y parle des trolls et j'y joue la fée Clochette, la plus trash de toute l'histoire des fées Clochettes. Vous me haïrez. Voilà, donc à la semaine prochaine.